Bonjour. Du coup, moi, je voulais balayer un peu le sujet sur extractivisme, donc exploitation des matières premières minérales et pétrolières, et le lien avec la transition énergétique. Donc, à la fois, quels sont les enjeux du fait qu'on utilise des ressources non renouvelables pour la transition énergétique, et aussi regarder vite fait éventuellement quelles seraient les solutions et faire une analyse critique des solutions qu'on présente souvent au problème de l'exploitation des métaux. Donc, moi, j'ai fait ma thèse en particulier sur un métal qui s'appelle le néodyme, qui fait partie des terres rares et qui est utilisé dans certains moteurs de voitures électriques et certains types d'éoliennes. Donc, du coup, c'était un peu sur le paradoxe entre les impacts sociaux et environnementaux de l'exploitation des métaux et leur utilisation dans la transition énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. Et je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Systext, comme système extractif, que je voulais présenter, qu'on m'a demandé de présenter brièvement. Donc, cette association Systext, elle lutte contre les impacts de l'exploitation des matières extractives, et en particulier l'exploitation minière et l'exploitation des métaux. Donc au départ, l'association elle a été créée dans mon école qui s'appelle l'École nationale supérieure de géologie par des étudiants qui voyaient bien que l'exploitation minière avait des lourds impacts sociaux et environnementaux et que dans notre formation, on ne nous en parlait pas du tout. Donc ça nous posait problème et on voyait d'autre part que le grand public, entre guillemets, n'était pas du tout au courant du fait que les mines, ça existait toujours, c'était toujours aussi impactant, il y avait toujours des conditions sociales pas terribles, juste c'était à l'autre bout du monde maintenant et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc on a voulu créer une asso là-dessus. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les projets qui sont développés aujourd'hui, mais on est souvent en appui en fait, soit aux ONG, soit aux assos locales, auxquelles on apporte un peu l'expertise vraiment sur les problèmes techniques liés aux mines et les problèmes environnementaux et sociaux pour permettre d'étayer l'argumentaire en fait, des associations locales ou des ONG. Par exemple, le plus connu récemment, ça a été le projet sur la montagne d'or en Guyane, donc une exploitation d'or à échelle industrielle dans la forêt guyanaise, en Guyane française. Et du coup, les assos locales étaient mobilisés là-dessus. Et donc, nous, on a un peu fait les plaquettes en montrant combien ça allait utiliser d'énergie, quelle allait être l'emprise de l'exploitation, contrer l'argumentaire de l'industrie minière qui disait que ça allait faire beaucoup d'emplois en disant en fait, non, une mine, ça fait pas tellement d'emplois aujourd'hui parce que c'est tellement industrialisé qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de monde pour faire tourner une mine. Voilà, donc être en appui... se servir de nos compétences techniques pour être en appui de la société civile, entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Après, moi, dans la suite de la présentation, je ne vais pas présenter le travail de Systext. C'est vraiment issu de mon travail personnel de ma thèse et voilà, sur ce que je vais présenter. Mais c'était un petit avant-propos. Donc ce que je vais essayer de vous présenter en 3 temps et d'aller super vite parce que j'ai 25 minutes, c'est quels métaux sont utilisés dans la transition énergétique, quel problème ça pose en fait d'utiliser des métaux dans la transition énergétique et éventuellement quelles solutions, je gâche un peu le suspense en mettant solution entre guillemets, mais du coup qu'on nous vend souvent au problème des métaux, l'idée de découplage et l'idée du fameux 3R, réduire, réutiliser, recycler. Donc très rapidement. Donc, on utilise beaucoup de métaux dans la transition énergétique et dans les scénarios de transition énergétique qui sont faits par les institutions, les organismes mondiaux, pour la mise en place, entre autres, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Donc, la Banque mondiale a publié un gros rapport là-dessus, justement, sur l'utilisation des métaux dans la transition énergétique, qui est basé sur des scénarios qui ont été mis en place par International Energy Agency, qui a fait... donc, International Energy Agency a fait des scénarios pour respecter les plans à 2 degrés, 4 degrés et 6 degrés. Ces scénarios montrent quelle technologie on a besoin d'utiliser pour respecter les 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés. La Banque mondiale a repris ces scénarios et a dit « Ok, si on met en place ces technologies, de quoi on va avoir besoin comme métaux ?» Donc, bien sûr, il y a plusieurs hypothèses qui sont sous-jacentes à ces modèles.
Donc il y a des hypothèses sur le type de technologie qu'on va utiliser dans le futur. On peut faire plusieurs choix d'utilisation de technologies, notamment pour les éoliennes. Aujourd'hui, la plupart des technologies n'utilisent pas de terres rares, c'est des technologies qu'on appelle direct drive et qui utilisent plutôt du cuivre. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, parce qu'il y a d'autres impacts pour le cuivre que pour les terres rares. Mais bon, bref, il y a plusieurs technologies et là, du coup, on fait des hypothèses sur qu'est-ce qui va être utilisé. Et les hypothèses qu'il y a dans ces modèles, notamment, c'est qu'on reste sur des niveaux de croissance qui sont les niveaux de croissance actuels. Il n'y a pas de remise en question de la croissance de la demande énergétique. Donc sur ces modèles, ils arrivent à la conclusion on va utiliser beaucoup de métaux. Et notamment qu'entre le scénario 2 degrés et 4 degrés, on a une augmentation de la consommation de métaux qui est phénoménale. Notamment, on va utiliser 2 fois plus de métaux pour les technologies éoliennes et solaires sur un scénario à 2 degrés. Et pour le stockage de l'énergie dans des batteries électriques, on va utiliser 100 fois plus, 1000%, c'est 100 fois plus de métaux dans le scénario 2 degrés. Donc on a une utilisation de divers types de métaux. On se focalise souvent sur les terres rares dans le débat public, mais donc il y a aussi l'aluminium, le chrome, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le molybdène, le nickel, le zinc. Bon bref, plein de métaux différents dont on a besoin pour mettre en place les technologies qui utilisent des énergies renouvelables. Donc voilà, c'était assez rapide, mais sur quels sont les enjeux en fait liés à l'augmentation de la consommation de métaux. J'en vois 3 principaux. Donc il y a le fait que c'est des ressources, ce sont elles-mêmes des ressources non renouvelables. Donc les stocks sont finis, sans rentrer dans le débat sur combien il nous en reste. De toute façon, c'est sûr qu'on a un stock limité et qu'un jour, il n'y en aura plus, quoi. Donc le deuxième enjeu, c'est que l'exploitation de ces matières premières minérales a des enjeux sociaux et environnementaux lourds. Et le troisième enjeu, c'est que la mauvaise nouvelle, donc moi c'est un peu ça que j'ai apporté dans ma thèse et tout, c'est que plus on va vers la fin des gisements, plus on a des mauvais gisements, et donc plus les impacts sociaux et environnementaux qui étaient déjà présents augmentent. Donc voilà, bon, là je vais détailler très rapidement un peu ces 3 points. Donc le fait qu'on ait des stocks finis. Aujourd'hui, les institutions européennes, donc la Commission européenne, travaille à établir une liste qu'on appelle une liste de métaux critiques. Donc c'est des métaux qui posent problème dans leur approvisionnement. Donc on pourrait se dire que dans cette liste, ils prennent en compte la question de l'épuisement des gisements. Mais en fait non, ils ont décidé d'écarter cette question et de se concentrer que sur des questions qui sont essentiellement géopolitiques et économiques, c'est-à-dire la question de savoir... c'est quoi l'importance de ce métal dans notre économie ? Donc plus le métal est important, plus il va être important, c'est vraiment la valeur, quoi, économique. Hein. C'est pas important d'un point de vue de la transition sociale et écologique, quoi. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a un risque d'approvisionnement, notamment par exemple pour les terres rares, la production est très concentrée en Chine. Donc si la Chine décide de faire un embargo sur les terres rares, demain on n'a plus de terres rares. Donc voilà, c'est ça qui est considéré dans le risque d'approvisionnement. Et donc du coup on écarte complètement la question de l'épuisement. Donc comment la Commission européenne justifie ça ? Elle justifie sur le fait que les réserves les réserves restantes, si on regarde combien d'années il nous reste, elles n'ont pas bougé au cours du temps depuis 1970. Donc c'est ça que présente la figure, c'est les traits roses et orange. On voit que c'est à peu près stable, les réserves. Mais en même temps, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la définition de la réserve. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle des réserves de métaux, c'est les gisements qu'on a mesurés, c'est-à-dire la connaissance en fait de ce qui nous reste comme réserve, la connaissance de les gisements dont on a connaissance, et est-ce qu'on peut les exploiter dans les conditions légales, économiques et techniques actuelles. Donc en fait c'est une notion qui est vraiment une notion technique et économique, c'est-à-dire avec le prix qu'on a aujourd'hui d'un métal, est-ce qu'on peut l'exploiter. Donc là, ça explique pourquoi les réserves sont stables au cours du temps, c'est-à-dire que plus on va progresser dans les technologies pour les exploiter et plus le prix va augmenter, plus on va se dire tiens, on peut aller exploiter des réserves qu'avant on n'aurait pas exploitées.
Donc par exemple, sur les hydrocarbures, c'est typiquement les gaz de schiste. Avant, on n'aurait jamais considéré d'exploiter les gaz de schiste, et plus les technologies s'améliorent et plus les prix augmentent, plus on va considérer que c'est intéressant d'aller les exploiter. Donc en fait, les réserves augmentent au cours du temps. Voilà. Et donc du coup, l'Union européenne en tire comme conclusion que du coup, à court terme, il n'y a pas de problème. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de risque de pénurie économique. L'épuisement est vraiment vu comme un problème de pénurie économique. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épuisement en termes physiques, quoi. Ça ne veut pas dire que les ressources ne sont pas en train de diminuer dans le sous-sol. Parce qu'évidemment, quand on en sort du sous-sol, après, il y en a moins, quoi, comme on a un stock physique. Ça ne remet pas en question ça. Et notamment, dans les études, dans plusieurs études récentes, on voit qu'en fait, on peut déjà mesurer l'épuisement physique à travers certaines données. Donc là, le graphique qu'on voit là, et qui a l'air de diminuer, c'est la concentration dans les gisements qui sont exploités de plusieurs métaux. Donc là, c'est sur l'Australie, parce que l'Australie, c'est un vieux pays minier. Donc c'est pratique, on peut voir la progression depuis 1850, donc depuis la révolution industrielle. Et on voit que les nouvelles mines qu'on ouvre, elles vont toujours être moins concentrées en métaux. Donc on a vraiment une diminution de la qualité des gisements. Donc moi, dans ma thèse, j'ai défini l'épuisement par une diminution de la qualité des gisements. Donc on a des gisements de moins en moins concentrés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les gisements primaires, c'est les gisements miniers. Et on voit aussi la même chose pour les gisements dits secondaires, c'est-à-dire en gros les produits en fin de vie. Si on veut aller récupérer les métaux dedans, par du recyclage, on va aller les chercher. Et or, ces gisements secondaires, ils sont de moins en moins bonne qualité parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus miniaturisés, qui utilisent de plus en plus des métaux divers, donc une diversité de métaux, et ça va être de plus en plus compliqué de recycler nos produits. Donc on a deux phénomènes comme ça qui sont que c'est de plus en plus compliqué à la fois d'aller chercher des métaux dans les mines et dans les produits en fin de vie. Et un autre phénomène dont on parle moins souvent qui est le phénomène de perte de quantité des métaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on produit un objet, quel que soit l'objet qui utilise des métaux, à chaque étape, on va perdre du matériel parce qu'un procédé, c'est jamais efficace à 100%, donc on en perd toujours un peu. Donc voilà, si on veut dire l'épuisement en termes un peu concrets, physiques, on pourrait le définir comme ça. Et qu'est-ce que ça fait, du coup, comme problème, le fait qu'on ait un épuisement ? La diminution des teneurs, donc la diminution de la concentration dans les mines, c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les mines, ça ressemble à ça. Donc c'est des mines gigantesques. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, c'est plus les 7 nains dans Blanche-Neige avec des petits marteaux, c'est de plus en plus des énormes, ce qu'on appelle open pit, des carrières énormes qui font 10 km de diamètre, 3 km de profondeur, qui sont vraiment des très grosses mines. Et du coup, comme les teneurs diminuent, on va faire une très grosse mine pour sortir très peu de métal. Donc j'aime bien cette photo parce que l'artiste a représenté ce qu'on a sorti en cuivre avec cette petite boule sur la taille de la mine qu'on a fait, quoi. Donc on voit que c'est vraiment pas beaucoup. Et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que du coup, tout ce qui n'est pas le métal, là, tout ce qui n'est pas le cuivre, ça va être laissé sur les côtés de la mine, ça va devenir des déchets miniers. Donc il faut imaginer que cette espèce de montagne à l'envers crée des vraies montagnes à côté de déchets miniers, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les concentrations typiques, par exemple pour le cuivre, c'est autour de 0,5% ou 1% du rocher qu'on sort. Il n'y a que 0,5% ou 1% de cuivre dedans, quoi. Donc c'est un peu ça les teneurs qu'on a aujourd'hui. Voire pour les petits métaux comme ceux que j'ai utilisés, comme les terres rares, on est à 1%. Et pour l'or, on est à quelques parties par million. Donc on est 1 gramme d'or pour 1 million de grammes sortis, quoi. Donc voilà, donc j'aimerais bien détailler tous les enjeux socio-environnementaux de la mine, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je vais juste vous présenter en quoi l'épuisement aggrave en fait les impacts sociaux et environnementaux des mines, avec l'exemple que j'ai étudié dans ma thèse, qui est le néodyme qui est exploité en Chine. Et là, c'est une mine qui est au nord de la Chine, en Mongolie intérieure, et qui a pour problème notamment de créer des déchets. Là, les déchets que je vous disais qu'on laissait sur le côté, ces déchets-là sont radioactifs. Donc, comme je disais, l'exploitation des métaux conduit à une baisse de teneur des gisements et conduit à une perte et une complexification de la recyclabilité.
Donc comme on perd, il va falloir qu'on exploite encore plus. Donc c'est pour ça que ça boucle. Et la baisse de teneur des gisements, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que pour une même quantité de métal, on va devoir utiliser plus d'énergie parce qu'il va falloir sortir plus de rochers, quoi, de minerais. Donc l'impact sur le changement climatique est augmenté. Pour une même quantité de métal, il va falloir utiliser plus d'intrants pour aller le chercher, puisqu'on va devoir attaquer une plus grande quantité de roches avec des produits chimiques, et donc notamment ces produits chimiques peuvent être à l'origine de phénomènes d'acidification, donc on augmente le phénomène d'acidification. On a besoin de plus d'eau pour ces réactions chimiques, donc on va surexploiter les ressources en eau. Et comme je vous le disais, on va produire plus de déchets comparativement à une mine plus concentrée. Donc ça augmente la production de déchets radioactifs. Donc ces déchets qui restent sur place, ces déchets radioactifs, ils sont à l'origine de plusieurs problèmes. Donc déjà, ça va polluer la ressource en eau et les sols, évidemment, parce que ça va, comme on les laisse à l'air libre avec le vent qui passe et la pluie qui va sur ces déchets, les polluants radioactifs vont se disperser en fait dans la nature. Donc le conflit lié à l'usage des terres, ça veut dire que, par exemple, s'il y a des activités agricoles à côté, ça va aller empiéter sur les activités agricoles. Et même rien que l'emprise, en fait, qui peut être gigantesque des déchets miniers, va juste prendre la place qu'avait une autre activité auparavant. Évidemment, les déchets radioactifs sont à l'origine d'impacts sanitaires lourds, des cancers principalement. Voilà, donc ça c'est un peu pour comment le phénomène d'épuisement va augmenter les impacts sociaux et environnementaux qui sont déjà présents sur les exploitations minières. Donc là c'est un exemple, mais là c'est de l'expérience issue de mon militantisme associatif sur les exploitations minières. Je peux vous dire que je ne connais pas d'exploitation minière dans le monde qui n'a pas d'impacts sociaux et environnementaux, quoi. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est presque généralisable. Alors, pour une autre mine, on n'aurait peut-être pas de déchets radioactifs, on aurait métaux lourds, on aurait arsenic, on aurait d'autres problèmes, mais il y en a partout. Donc, pour regarder brièvement quelles pourraient être les solutions au problème de la consommation des ressources métalliques. Est-ce qu'on peut faire une production responsable de métaux ? Donc, la première idée, qui est une idée générique, c'est l'idée de la croissance verte et du découplage. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait continuer à croître, mais en utilisant moins de métaux. Donc là, l'idée, elle est même dans le graphique là, avec les couleurs, elle est en deux parties. C'est l'idée qu'on pourrait utiliser moins de métaux pour maintenir un même niveau d'activité économique et qu'on pourrait découpler la production des métaux de leur impact environnemental. C'est-à-dire qu'en gros, on améliore les techniques d'exploitation des métaux et du coup, on n'aurait plus d'impact environnemental. Donc, comment cette idée elle est envisagée, enfin, quels sont les moyens envisagés ? Il y a l'idée de l'innovation verte, c'est-à-dire que pour un même produit, on va faire un produit qui utilise moins de ressources non renouvelables. Le problème, c'est que très souvent, en fait, il y a un transfert d'une ressource non renouvelable à une autre. Par exemple, dans le cas de la voiture électrique, l'idée, c'est d'utiliser moins de pétrole, mais pour utiliser moins de pétrole, on va utiliser plus de terres rares et on va utiliser plus d'autres métaux. Donc, on n'a pas réglé le problème de l'utilisation des ressources non renouvelables. On l'a juste déplacé, quoi. Ensuite, l'idée qu'on a, je pense, peut-être tous appris dans nos manuels en économie, c'est que l'idée de notre économie, naturellement, se tertiariserait, c'est-à-dire qu'on aurait de moins en moins besoin de matières premières minérales. Mais le problème, c'est qu'en fait, on utilise toujours autant de matières premières minérales, même dans les pays où on a une économie tertiaire. Simplement, on importe nos produits d'ailleurs, où eux, ils font des exploitations minières. Et quand on a une vision historique, cette idée de la dématérialisation, on s'aperçoit qu'en fait, on l'a jamais mise en œuvre. Donc là, le graphique en bas de Crossman, la ligne bleue, l'intensité minérale et fossile, ça montre que pour produire $1 de valeur ajoutée pour le PIB, on a besoin d'autant de kilos de matières minérales et fossiles qu'en 1870, au début de la révolution industrielle. On ne s'est absolument pas amélioré d'un iota. C'est-à-dire qu'il y en a besoin de pareil, quoi. Donc après, on peut être optimiste en disant bah ouais, dans le futur, peut-être qu'on va réussir à faire une séparation. Mais en tout cas, pour l'instant, historiquement, il n'y a rien qui prouve qu'on n'ait jamais réussi à le faire, quoi.
Donc ça permet de mettre un peu en doute cette idée. Ensuite, les idées pour réduire la consommation de métaux, donc c'est réduire l'usage, réutiliser et recycler. Alors, l'idée de la réduction, l'idée au niveau macroéconomique de la réduction de l'usage, c'est bien entendu la décroissance ou au moins la stagnation. Il y a l'idée de réduire la quantité de métaux différents qu'on utilise, parce qu'en fait, depuis les années 70, on s'est mis à utiliser l'ensemble de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire l'ensemble des éléments connus, alors qu'avant, on utilisait une dizaine. Et comme on va le voir après sur le recyclage, en fait, le fait dans un même produit d'avoir autant de métaux différents, ça crée des problèmes pour recycler les produits. Donc une idée, ça pourrait être aussi de diminuer la quantité de métaux qu'on utilise. Et là, je voulais juste développer un tout petit peu plus sur les pertes, parce que ça, c'est un truc qu'on entend moins que réduire juste notre consommation. C'est que dans les procédés de production, aujourd'hui, les pertes, elles sont immenses. Parce que comme on ne considère pas que ça comme quelque chose d'essentiel, en fait, de faire une économie de ressources, et que les prix sont peut-être pas assez élevés aussi, on ne fait pas du tout d'économie de ressources. Donc là, le graphique compliqué, c'est pour montrer que dans plusieurs utilisations de l'aluminium, on a une perte qui est immense. En vert, on passe à droite de 1, c'est-à-dire en gros, au début du procédé de production, on a un lingot d'aluminium entier, quoi, donc c'est 1. Et à la fin, combien on en a perdu pour réussir à faire une aile d'avion. Et du coup, on en a perdu plus de 90%. Donc voilà, il y a 90% qui part en copeaux de production, et il reste que 10% du lingot initial pour produire l'aile d'avion. Bien sûr, après, ces copeaux, ils peuvent être récupérés, recyclés, mais même en recyclant, on va en perdre, quoi. Donc peut-être que dès le début, il faudrait concevoir un procédé pour pas perdre 90% de la matière. Moi, sur ma filière, sans même mettre tout le procédé de production, le néodyme, les terres rares qui sont notamment utilisées dans les éoliennes et les voitures électriques, dès la première étape minière, il y a 90% du néodyme qui va dans les déchets miniers. Donc on n'a pas un procédé très efficace, loin de là, quoi. Voilà. Sur la réutilisation et la réparation, donc l'idée c'est de diminuer la consommation en favorisant la réutilisation. Donc pour ça, c'est un des sujets qui est peut-être le plus abordé par les ONG environnementales. Il y a plusieurs demandes politiques qui sont faites, notamment par les Amis de la Terre sur ce sujet. C'est la prolongation de la garantie des produits, maintenir et favoriser l'existence des réparateurs, standardiser les pièces. Bon, alors là, ça, d'ici à avoir des pièces standardisées pour tous les téléphones portables et tous les matériels électroniques, on n'est pas sorti de l'auberge, mais en tout cas, c'est une demande qui est identifiée. Et lutter contre l'obsolescence programmée, bien entendu. Donc, un point, moi, qui ressort de ma thèse, c'est la tension entre l'éco-conception et l'innovation verte. Pour essayer de le dire très rapidement, si par exemple on veut faire un téléphone portable qui utilise moins d'énergie, on va se dire on va faire un nouveau modèle de téléphone portable qui va utiliser moins d'énergie. Mais à quel point, d'un point de vue écologique, ça va être rentable? Parce qu'à partir du moment où on fait un nouveau modèle, ça veut dire que on ne va pas pouvoir réutiliser les mêmes pièces que le téléphone précédent. Donc, c'est-à-dire si on a un stock de pièces et qu'on veut faire de la réutilisation, on ne va pas pouvoir réutiliser les mêmes pièces. Et aussi, un gros problème pour mettre en place du recyclage à l'échelle européenne, c'est que pour mettre en place une ligne de recyclage qui serait, par exemple, pour les terres rares, il y en a dans le vibreur du téléphone portable. On veut recycler le vibreur du téléphone portable. Pour ça, il nous faut une composition qui soit à peu près stable. On met à peu près 5 ans à monter une filière de recyclage de cet élément qui serait le vibreur de téléphone portable. D'ici 5 ans, tous les modèles auront changé, toutes les compositions de vibreurs de téléphone portable auront changé, et du coup, notre ligne de production, elle ne marchera plus. Et donc, il y a vraiment une tension entre la mise en place du recyclage et de la réutilisation et le fait de faire une innovation permanente, même une innovation qui serait verte, quoi, des produits. Donc, le recyclage, l'idée, bien entendu, c'est l'idée de l'économie circulaire, qu'on pourrait réutiliser 100% de la chose. La limite
il y a une limite physique qui est qu'on ne pourra jamais réutiliser 100% parce qu'un procédé n'est jamais efficace à 100%, il y aura toujours des pertes comme je vous l'ai dit. Donc ça, on ne pourra jamais reboucler totalement, il faut déjà se dire ça. On aura toujours de la dissipation matérielle et de l'énergie, on va devoir utiliser l'énergie pour le faire, donc encore des ressources non renouvelables. Enfin, jusqu'à temps que les lignes de production, leur énergie fonctionne elle-même par des éoliennes, et ça, on ne sait pas encore le faire. Voilà. Et il y a la limite économique, évidemment, c'est que on peut, dans une société qui marche 100% au recyclage, il n'y a plus de croissance. Hein, parce que comme on peut recycler que ce qui est déjà dans l'économie, on ne peut pas injecter de nouvelles matières si on fait que 100% de recyclage. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire et de recyclage, mais là, j'ai mis tous les éléments qu'on utilise et à quel point ils sont recyclés ou pas. Ce qu'on voit en bleu, c'est tous les vieux métaux qu'on utilise depuis longtemps, le cuivre, le nickel, etc., qui sont recyclés dans des proportions, on va dire, raisonnables, à plus de 50%. Et tous les autres sont à peine recyclés. Et notamment, tout ce qui est en rouge n'est pas recyclé. Tous les terres rares qui sont en bas, c'est pas recyclé, c'est recyclé à 0% en Europe. C'est-à-dire que si vous mettez votre téléphone portable, vous le ramenez comme il faut dans la boutique, etc., qu'il arrive à atteindre la filière de recyclage, en fait, tout va aller dans la filière de l'acier, va être dispersé dans la filière de l'acier. Tous ces éléments-là ne seront jamais récupérés et ne seront jamais recyclés. Voilà, parce qu'il n'existe pas de filière de recyclage pour ça. Donc, je vais passer assez vite parce que je crois que j'ai déjà explosé mon temps de présentation. Mais il y a plusieurs les limites. J'ai mis des limites qui sont générales, celles que j'ai présentées avant, physiques, qu'on ne pourra pas dépasser. Et il y a aussi des limites sur lesquelles on peut s'améliorer. Donc l'absence d'éco-conception, comme je le disais depuis tout à l'heure, la miniaturisation des composants, la dispersion, les alliages, le fait qu'on ne puisse pas très bien démonter les produits tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, et le fait qu'on fait des combinaisons qui sont de métaux qui sont difficiles à recycler ensuite, quoi. Et ensuite, il y a un gros problème aussi sur la conception des filières de recyclage. Notamment, aujourd'hui, les filières de recyclage sont imbriquées avec les filières de traitement des minerais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour recycler l'aluminium, il faut mettre du minerai d'aluminium qui sort de la mine. Donc aujourd'hui, ces filières-là ne permettent pas de se passer des mines. C'est-à-dire que pour pouvoir recycler, il faut avoir du minerai qui sort des mines. Et c'est pas une limite technique parce qu'on pourrait concevoir ça autrement, mais historiquement, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Donc les filières de recyclage qui existent aujourd'hui fonctionnent comme ça. Donc c'est pas viable pour une économie circulaire. Voilà, je zappe les autres limites parce que pour aller plus vite et pour arriver sur les limites politiques qui me semblent importantes. Notamment, l'absence de filière de recyclage, elle est liée aussi aux façons dont on a défini nos politiques de recyclage à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on définit le recyclage, nos objectifs de recyclage en fonction de la quantité qui entre dans la filière de recyclage et pas en fonction de la qualité de ce qui ressort de la filière de recyclage. Si on se dit par exemple il faut qu'on recycle 30% des téléphones, donc avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aucune des terres rares qui sont dans le téléphone ne va être recyclée, si on met tout dans la filière de l'acier, on considérera quand même ça comme avoir été recyclé, même si on a perdu plein d'éléments, quoi. Donc du coup, avec ce type d'objectifs qui sont par quantité de ce qui rentre dans la filière et pas par objectif de ce qu'il faudrait en ressortir, on n'arrivera pas à faire des filières de recyclage de qualité qui permettent de récupérer tous les métaux dans les produits. Au Japon, par exemple, ils ont un objectif matière, c'est-à-dire qu'ils disent par métaux qu'il y a dans les produits, on veut récupérer tant de pourcentage de tel métal, tant de pourcentage de tel métal. Et à ce moment-là, on développe des filières de recyclage par métaux et on peut commencer à avoir un recyclage de meilleure qualité, quoi. Bon, conclusion. Du coup, est-ce qu'on est tous foutus? Est-ce que on n'arrivera pas à avoir une consommation, à pouvoir approvisionner les besoins de la transition énergétique avec des métaux et en plus à le faire de manière à peu près responsable sans avoir des impacts sociaux et environnementaux lourds pour l'exploitation. En tout cas, sur la piste sur laquelle on est parti, on va dire que c'est quand même
très mal barré. Mais une des pistes que moi je verrais personnellement pour pouvoir au moins subvenir à des besoins qu'on définirait comme essentiels. Donc bon, c'est pas à moi en tant que chercheuse de définir ce qui est les besoins essentiels de la société, mais si on arrivait à se dire, voilà, on a besoin de se chauffer, de se vêtir, de manger, et de définir une liste de besoins essentiels et d'établir en fait qu'est-ce qui correspond en termes de matières premières minérales et de métaux à ces besoins essentiels. Si on définissait ça, au moins on pourrait mettre en place un schéma d'approvisionnement en disant voilà, si on se limitait juste à ça, comment on pourrait approvisionner en recyclage et en réutilisation, etc. pour ces besoins-là. Parce que clairement, comme on l'a vu, approvisionner l'ensemble d'une économie en plus en croissance avec que du recyclage et de la réutilisation, c'est pas possible. Donc à un moment, il va falloir faire des priorités. Il va falloir se dire, tout le néodyme là qu'on est en train d'épuiser en mettant dans nos téléphones portables, etc., et qui pourrait éventuellement servir à faire des éoliennes quand on n'aura plus de pétrole, peut-être que c'est plus intelligent de les utiliser juste pour les éoliennes, par exemple. Voilà. Donc ça serait l'idée de faire un peu comme un scénario négawatt, comme ça a été fait pour se passer des ressources fossiles, mais sur vraiment les métaux. Donc après, ça reste des scénarios qui sont hyper techniques et peut-être technocratiques, mais après qui peuvent au moins servir de support à la discussion pour se dire, voilà, si on voulait vraiment faire une politique d'approvisionnement responsable, de quoi on aurait besoin. Et après, je ne l'ai pas marqué sur la slide, mais moi, même une fois qu'on a fait ces scénarios, pour subvenir à ces scénarios, il est évident qu'on ne peut pas prioriser les usages avec juste le marché, et qu'à un moment, pour coller à ce scénario d'approvisionnement et prioriser les usages, va falloir faire de la planification. Moi, je ne vois pas d'autre solution, en tout cas, personnellement, que de faire de la planification industrielle et se dire, voilà, on va... pour tel usage très nécessaire pour la transition énergétique, si on veut avoir tel métal, il va falloir monter telle filière de recyclage à l'échelle française, voire européenne. Voilà, c'est la fin de ma présentation.